Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est vendredi. On est ravis, comme tous les jours, de vous retrouver. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de partager cette émission avec vous et avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va, Cécile, et vous? Écoutez, très bien, encore avec une... bien chargée, hein, oui, cette actualité. Pas franchement joyeuse. Oui, pas franchement. Et justement, on va en parler tout au long de cette émission. Et on va démarrer tout de suite au sommaire de cette émission avec cette question. Les banlieues sont-elles hors de contrôle malgré la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes? Les violences se sont propagées un petit peu partout en France, des attaques de bâtiments publics, des pillages, des tirs de mortier, d'artifice, des incendies qui ont eu lieu pour la 3e nuit d'affilée. C'était à Nanterre, à Montreuil, à Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois et dans d'autres grandes villes de France. Et au moins 667 personnes ont été interpellées. Le ministre de l'Intérieur a parlé de pratiquement 900 personnes, plus de 4 fois plus que la nuit dernière. Ils avaient entre 11 et 18 ans, dont beaucoup sont connus pour des actes de délinquance. Philippe. Oui, Cécile, et d'ailleurs 500 bâtiments publics ont été dégradés, 21 bus, 565 voitures au minimum, 36 feux de poids lourds, 5 engins de chantier, mais ça n'a pas brûlé qu'en banlieue, ça a brûlé à Paris, intramuros et même dans une petite ville comme Montargis. 15 000 habitants dans le Loiret, ville calme s'il en est. Le centre-ville a été en grande partie détruit par des incendies volontaires. Alors est-ce que pour vous, les banlieues sont hors de contrôle? Ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que c'est carrément la France qui est devenue hors de contrôle, puisque Montargis, c'est pas vraiment une banlieue? Dans tous les cas de figure, venez réagir. Venez témoigner de ce que vous avez vu les 2 dernières nuits. Ou subi au 0826 300 300. Et donc les banlieues sont-elles hors de contrôle? Vous dites un grand oui à 90%. Et puis notre coup de projecteur du jour, c'est sur l'autorité parentale. Est-elle le nouvel enjeu des banlieues? Puisqu'à 13h ce vendredi, je le disais tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur a donc communiqué un bilan définitif de 875 interpellations au cours de la nuit. L'essentiel est âgé entre 14 et 18 ans avec des cocktails Molotov envoyés par des adolescents de 13 ans. Ce bilan provoque beaucoup de réactions. On ne peut pas laisser un enfant de 10 ou 14 ans dans la rue, a déclaré Latifa Igbendiaten, qui est la mère d'une victime de Mohamed Merah. La tendance dominante est bien sûr de fustiger les parents défaillants. L'autorité parentale serait-elle en crise, Philippe? Oui, on peut légitimement se poser la question. Alors, est-ce que pour vous, les parents sont responsables lorsqu'ils laissent leurs enfants à pas d'heure, à pas d'âge, dans la ville, dans la cité? Est-ce que pour vous, il faudrait les, comme on dit, taper au portefeuille, leur retirer des allocations familiales? Vous n'êtes pas capable de gérer vos enfants, il n'y a pas de raison que la collectivité vous vienne en aide. Ou alors est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire du Ségolène Royal et mettre les délinquants les plus récidivistes sous encadrement militaire? Venez nous le dire. On vous attend au 0826 300 300. Et à cette question, l'autorité parentale est-elle le nouvel enjeu des banlieues? Vous dites oui à 65%. Merci en tout cas de votre fidélité. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore avec nous tous les jours. Et on est tellement heureux. Un grand bonheur, même dans les périodes pires comme aujourd'hui. Et on y est véritablement. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Ça va? Ça va. Ça va. Dans quelques instants, Nadia Hay sera avec nous, un député La République En Marche des Yvelines et ancienne ministre de la Ville. Et on accueille quelqu'un qu'on aime beaucoup. Philippe Pichon est avec nous. Oui. Philippe Pichon, ancien patron de la BAC 93. Vous allez être avec nous jusqu'à 18h, mais tout de suite, on a un premier invité, Cécile, pour témoigner. C'est Zartochte Bakhtiari, le maire de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir, monsieur le maire. Bonjour. Merci de votre invitation. Mais avec plaisir. 7 véhicules de la police municipale, de votre police municipale, ont été détruits par les flammes et vous avez pris une mesure radicale. Vous avez décidé de mettre en place un couvre-feu partiel dans 3 quartiers de la ville. Comment est-ce que vous avez fait? Absolument, on a pris un arrêté hier soir indiquant effectivement qu'il était interdit de 23h à 6h du matin de se déplacer dans les rues de ces quartiers. Ce sont des quartiers qui ont été particulièrement pris pour cible, donc le quartier prioritaire des Fauvettes, le quartier de la mairie où il y avait les locaux de la police municipale et un autre quartier de la ville qui était sujet à risque. Donc on l'a mis en place et on en a informé évidemment le préfet, la commissaire et toutes les autorités pour que ça puisse être mis en œuvre le plus vite possible. Malheureusement, le constat c'est que effectivement le couvre-feu n'est respecté que par les honnêtes gens et pas vraiment par ceux qui sont ciblés.
Après, l'avantage pour nous, c'est que ça permet d'identifier très clairement les personnes qui sont dehors et qui veulent simplement en découdre ou commettre des méfaits. Donc c'était voilà, cette mesure on l'a prise jusqu'à lundi 6h du matin. On verra ce que ça donnera d'ici là. Philippe Bilger. Monsieur le maire, justement, vous anticipez qu'est-ce qui est permis à l'égard de ceux qui ne respectent pas le couvre-feu? Ils sont interpellés, ils peuvent être placés en garde à vue. Qu'est-ce qui est prévu? Non. Normalement, effectivement, le cadre légal est un peu particulier. En principe, moi, pour être très à l'aise juridiquement, il faudrait que ce soit un couvre-feu qui soit décrété par le préfet et non pas par le maire pour des raisons de légalité pure. Maintenant, le fait est qu'on a une situation qui est très compliquée à gérer. Donc, on a cette carte-là qui a été utilisée, qui a été jouée. J'espère qu'elle sera respectée au mieux et j'espère surtout que les mesures au niveau de l'ensemble du département seront prises parce que j'étais hier soir la seule ville de Seine-Saint-Denis à avoir cette mesure mise en œuvre. Tout seul, on ne va pas arriver à grand-chose et pourtant les exactions ont été commises partout en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous me permettez, Cécile, de poser très vite, monsieur le maire, à votre avis, au regard de ce qui s'est passé dans votre ville hier, quel est le ressort fondamental de ces actes inqualifiables? Moi, je pense que, en fait, très clairement, il y a eu des attaques sauvages contre des services publics qui sont essentiels. Ce sont des symboles qui sont attaqués, pas seulement ceux de l'autorité, parce qu'en réalité, quand on a une médiathèque, quand on a une école maternelle qui sont attaqués, ce ne sont pas les symboles de l'autorité républicaine, c'est simplement des bâtiments publics. Et j'ai vu passer un peu partout sur Snapchat ou Twitter ou Instagram des appels à casser tout ce qui est public, et sans faire de distinction, ce qui relève de la police ou pas. Oui. Et voilà la vraie raison qui motive ces individus, ces délinquants, voire ces criminels. Philippe Pichon, la réaction de Philippe Pichon. Ancien patron de la BAC de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le maire, bonsoir. Moi, je suis d'autant plus triste que je suis nocéen, comme vous le savez peut-être. Mes parents étaient fleuristes à Neuilly-sur-Marne. Moi, j'ai une question qui prolonge ce que vous a demandé Philippe Bilger. À votre avis, quel est le nombre à peu près des émeutiers? Est-ce que vous avez pu éventuellement en faire une comptabilité? Oui, hier soir, on avait des groupes de 50 jusqu'à 100 personnes qui étaient réunies par point. Et dites-vous qu'en fait, le bal est ouvert par les plus jeunes, qui ont 13, 14, 15 ans. Mais hier soir, vous connaissez la ville de Neuilly-sur-Marne, il y a un Super U dans le quartier des Fauvettes. Très bien. Et ben, dans ce Super U, on avait des parents de 40-50 ans qui étaient là en train de faire leurs courses gratuitement. Et on a même entendu sur des vidéos quelqu'un demander de l'huile. Mais qui va chercher de l'huile dans un Super U à 3h du matin, ouvert aux 4 vents? On est dans un monde complètement délirant. Encore un mot, Philippe Pichon et René Chiche. Je le dis d'autant plus volontiers que je connais bien la ville. En plus, Neuilly-sur-Marne est une ville relativement calme de la Seine-Saint-Denis. Donc comment vous l'expliquez plus généralement? On rappellera que chez vous, le commissariat traite à la fois Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance. Donc comment vous le justifiez? Est-ce que finalement, et pardon de ce cynisme, est-ce qu'on peut pas dire que l'étincelle du drame qui est celui de Nanterre finalement n'était pas qu'un prétexte? Moi, je pense que, très concrètement, j'ai pas d'explication ferme et définitive et arrêtée sur la chose. Je pense qu'en fait, c'est un concours de circonstances. Des individus ont réussi à mettre le feu aux voitures de la police municipale parce qu'elles dérangent. On l'a créé il y a 2 ans à peine, donc des voitures flambant neuves. Elles dérangent, donc ils ont essayé de brûler ces voitures qui étaient accolées au service logement, donc le service logement a également brûlé, la médiathèque a été attaquée. Je pense que c'est par petites touches en fait que le tableau a été peint et ce tableau est terriblement noir. Donc voilà, moi je suis mobilisé évidemment. Il faut qu'on soit très fort face à ces circonstances. Il faut qu'on tienne. Il faut surtout pas laisser ces délinquants l'emporter. Après, ce qui se passera à l'avenir, je ne suis pas devant.
Moi, ce soir, je vais veiller avec les agents municipaux et avec les élus dans la mairie. On veillera toute la nuit pour éviter qu'il y ait de nouveaux drames, parce qu'il y a eu des appels à brûler le Auchan de la ville, la mairie et d'autres lieux assez forts. On sait que les dotations des mairies sont moins importantes qu'avant. Est-ce que vous avez une estimation des dégâts à ce jour ? Non, j'ai pas d'estimation, mais dites-vous que les 7 voitures étaient totalement neuves. La médiathèque, elle a moins de 10 ans et ça a coûté plusieurs millions d'euros. Le service logement vient d'être réhabilité avec des centaines de milliers d'euros investis. Donc le total s'élève au moins à des centaines de milliers, voire un million d'euros. René Chiche. Oui, monsieur le maire, est-ce que votre police municipale entretient des relations avec les jeunes de Neuilly-sur-Marne ? Parce que il y a eu l'absence maintenant de la police de proximité. Est-ce qu'éventuellement vos policiers municipaux jouaient quand même le rôle un peu d'agent de proximité ? Est-ce que vous aviez peut-être des prémices ? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question ? Alors, ils n'avaient pas le rôle de médiateur. Par contre, ils connaissent les jeunes. Ils ne jouent pas le rôle de médiateur. Ils ne jouent pas non plus au foot avec les jeunes. Par contre, ils les connaissent. Donc, il y a effectivement des jeunes avec lesquels ils ont des liens, qu'ils arrivent avec lesquels ils échangent, et d'autres qui sont dans la confrontation pure et dure. Donc, en fait, c'est une police municipale que moi, dès le début, j'ai voulu humaine, que j'ai voulu proche, et surtout pas des cow-boys comme on en a connu dans certains endroits, des personnes qui sont fermes quand ils sont dans le rôle de représentation de l'autorité municipale et de l'autorité de l'État. Par contre, effectivement, on reste courtois. J'ai dès le début, la chef de la police municipale a elle aussi eu à cœur de garder le vouvoiement, de garder les distances, le respect, et c'est comme ça qu'on arrive à créer des relations durables. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous. monsieur le maire Zartoch Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Merci beaucoup et bon courage à tous. Merci pour ce témoignage. Vous restez avec nous. On aura des témoignages jusqu'à 19h d'un petit peu partout en France. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez été bien entendu victime, s'il y a des choses que vous avez envie de dire, et si vous avez envie de parler, de vous exprimer. Vous savez que ici c'est votre maison. Parlons vrai. 0826 300 on vous attend tous jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec nos éditorialistes du jour, avec bien entendu Philippe Bilger qui est avec nous, avec René Chiche. Dans un instant, Nadia Hay sera avec nous, ancienne ministre de la Ville, et puis Philippe Plichon, commandant honoraire de la police nationale et ancien commandant d'unité de la BAC 93. On va revenir dans un instant sur ces banlieues, sont-elles hors de contrôle ? On en débat bien quelques instants. 0826 300 300, on vous attend au standard. En attendant, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots sont émeute, blindés et policiers. 492 bâtiments et 2000 véhicules brûlés, 3880 incendies sur la voie publique. Une France en flammes la nuit dernière en proie au pillage de magasins. Emmanuel Macron s'en prend aux plateformes numériques. Il dénonce une forme de mimétisme, mais aussi, dit-il, l'instrumentalisation de la mort de Naël. Le gouvernement met fin à la circulation des bus et des trams ce soir après 21h et annonce déployer des blindés de la gendarmerie sur le terrain. Les vraies voix Sud Radio. Des pillages, cette fois en plein jour, tout à l'heure au centre commercial Rosny 2. Une scène partagée sur les réseaux sociaux, comme les diverses émeutes et autres incendies de la nuit dernière partout en France. Lors d'une cellule interministérielle de crise, Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, l'instrumentalisation de la mort d'un adolescent. Le chef de l'État s'en prend aussi aux réseaux sociaux et autres applications. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Des demandes seront aussi faites partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou
pour exacerber la violence. D'ailleurs, une réunion entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, celui du numérique Jean-Noël Barrot et ses plateformes numériques va se tenir dans quelques minutes à 18h30 afin d'alerter ces plateformes sur leur responsabilité dans les violences urbaines qui secouent la France. C'est ce que vient d'annoncer le communiqué de Matignon. Pillage d'un centre commercial comme ça en direct, on a l'impression en plein jour, on se dit que la France c'est devenu quelque part une gigantesque zone de non-droit. Ah ben c'est évident, moi je trouve, je sais pas si on aura le temps d'en parler, je le redirai devant la ministre, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est dépassé. Que valent les propos qui ont rappelé là? Objectivement ça va servir à rien, on le sait que ces réseaux sociaux permettent des rassemblements voués au pire. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que si on n'a pas quelque chose qui relève de la stratégie géniale de mai 68, avec la manifestation monstre contre les violences et les désordres, eh bien, on n'aura rien, mais que ça continue comme ça, tranquillement. René Chiche. Oui, ce que vient de dire le président Macron, c'est vrai que c'est un peu une banalité concernant les réseaux sociaux. On le sait depuis combien d'années que bon, ça joue un rôle. Et en plus, là, j'ai l'impression pour les avoir utilisés beaucoup. Oui, en plus, j'allais dire exactement. Et en plus, j'ai l'impression qu'il veut quand même un petit peu se racheter de sa phrase qui, pour moi, est quand même impardonnable. Parce qu'il a dit que quand il a dit que le policier avait eu un comportement inexcusable. Avant même la procédure. Incroyable. Ouais, Philippe Pichon. Alors, est-ce qu'on peut revenir au départ? C'est-à-dire que je pense que le président Macron ne traite pas les sujets sécuritaires parce que ça ne l'intéresse pas et par goût, il se fout complètement des problèmes sécuritaires. Et donc, je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait une réponse franche, forte et ferme et que la situation va être réglée par les grands frères, un peu comme en 2005, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'argent ne va plus rentrer sur le trafic de drogue et que comme la police est un peu omnubilée par ce qu'on appelle l'effet Malik Oussekine, je suis à peu près sûr que là, on en a pour 10 jours. Et dans 10 jours, les grands frères vont dire halte au feu, parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les tiroirs caisses. Voilà comment ça va se terminer. On verra dans 2 semaines. J'espère que ça s'arrêtera avant. Surtout, deuxième mot, le mot blindé, Philippe. Oui. Ceux qui de la gendarmerie qui vont être déployés, annonce de la première ministre. Oui, bilan de la nuit dernière, 875 personnes interpellées, 492 bâtiments incendiés, 2000 véhicules brûlés. Au total, 3880 incendies sur la voie publique en France. C'est par exemple ce dépôt de bus entièrement brûlé à Aubervilliers. Alors la première ministre annonce donc le déploiement de blindés de la gendarmerie sur le terrain. Elle ne parle pas encore d'état d'urgence, mais elle ne l'exclut pas non plus pour autant. Nous examinons toutes les hypothèses avec une priorité, le retour de l'ordre républicain sur tout le territoire. En tout cas, le RN, tout comme LR hier, le Rassemblement national désormais en appelle à la mise en place de cet état d'urgence. Éric Zemmour réclame même, je le cite, une répression féroce. Ce sont ses mots. En tout cas, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les bus et les tramways seront à l'arrêt dans toute la France ce soir après 21h. Philippe Bilger, vous êtes pour cet état... Pardon Cécile, pour ne pas donner raison aux Républicains et au Rassemblement national, on est au bord de l'état d'urgence, on va le décider quand la situation deviendra tragiquement irréversible. Vous êtes pour, vous ? Ah ben moi je suis pour. Ouais. Je veux dire, regardez Cécile à quel point les glissements progressifs depuis la première intervention lénifiante d'Emmanuel Macron n'a créé que l'impression d'une faiblesse constante. L'état d'urgence, c'est l'avenir. Sur le principe, je suis plutôt pour l'état d'urgence, mais bon, il y a quand même un risque lorsqu'on met justement un plan d'état d'urgence, c'est est-ce que si les gens le respectent pas, parce qu'ils ont l'air quand même assez déchaînés, tous ces gens qui sont actuellement dans les cités, enfin dans les quartiers. S'ils ne le respectent pas, cet état d'urgence, jusqu'où ça peut aller? C'est quand même un risque, l'état d'urgence. Philippe Pichon, ça veut dire quoi, état d'urgence, pour ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça change pour les policiers? Que les policiers ont des moyens de contrôle plus élargis, et notamment en termes de contrôle d'identité préventif. C'est-à-dire que tout ce qui sera après X heures dans la rue pourra être contrôlé sans commission d'infraction, par exemple. Oui, mais alors s'il y a des jeunes justement qui ne le respectent pas, ce qui est très possible, je pense qu'on est capable. Ça montre quand même que l'État sera encore plus faible que prévu. Sauf s'il peut utiliser les moyens qu'il a le droit d'utiliser. Troisième mot, 249 policiers et gendarmes blessés la nuit dernière. Au total, 40 000 forces de l'ordre avaient été mobilisées par les autorités sur tout le territoire. En Seine-Saint-Denis, quasiment toutes les communes ont été touchées par ces émeutes, selon la police. C'est de là que tout est parti après la mort de Naël, 17 ans, suite au tir d'un policier après un refus d'obtempérer. Ambiance très tendue à Nanterre. Tout à l'heure, le maire de Nanterre
parlementaire Patrick Jarry était invité auprès du gouvernement lors du comité interministériel de crise. Je suis venu à cette réunion après avoir passé quelques nuits sans dormir, donc ce n'était pas prévu que j'y vienne. J'y suis venu pour porter au plus haut niveau de l'État la parole, le ressenti des habitants de ma ville. Il faut continuer d'entourer cette famille, cette maman qui va enterrer son enfant demain. Et en même temps, dire la tristesse, la désolation ressentie par les habitants devant les violences et les dégradations. Le maire de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, Patrick Jarry, de son côté, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, tout à l'heure, s'est dite préoccupée par les violences qui ont éclaté après la mort de Naël. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec cette question, les banlieues sont-elles hors de contrôle? Vous dites oui à 91%, ça augmente pour l'instant, appelez-nous 0826 300 300, Paysan 47 nous dit quand les gamins de 13 ans sèment la désolation, il y a un sérieux problème. On en parle dans un instant, merci de votre fidélité, on est ensemble avec vous jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous faire confiance tous les jours, d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. On vous remercie beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez nous écouter et nous regarder en même temps. Vous allez voir les 4 beaux gosses. Hein. Je parle bien sûr de Philippe Bilger. Je parle de René Chiche, de Philippe David, de Philippe Pichot qui sont là. Avec nous dans un instant, Nadia Hay, députée La République En Marche des Yvelines et ancienne ministre de la Ville, sera avec nous. En attendant, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après 3 nuits d'émeutes liées à la mort de Naël, la situation a totalement de nouveau dégénéré. Le gouvernement cherche des solutions pour apaiser les tensions. Vers 23h, 23h30, on a affaire à des jeunes extrêmement bien organisés qui allument des incendies à plusieurs endroits de la ville. Emmanuel Macron dénonce une instrumentalisation de la mort de l'adolescent pour semer le chaos. Demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence sans délai. Le seul dénominateur commun à tous ces jeunes, c'est la police est notre ennemi et derrière la police, on n'aime pas la France. C'est des gens qui réclament le respect, mais eux, ils respectent personne. Et malgré la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes, les violences se sont propagées un petit peu partout en France. Des attaques de bâtiments, des pillages, des tirs de mortier d'artifice. Des incendies ont eu lieu dans cette 3e nuit d'affilée à Nanterre, à Montreuil, à Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. La liste est longue, bien entendu. Et dans des grandes villes de France, au moins un peu plus de 780 interpellations, plus de 4 fois de plus qu'en tout cas que la soirée d'avant. Ils avaient entre 11 et 18 ans et beaucoup sont connus pour des actes de délinquance, Philippe. Oui, une explosion de violence partout en France, en banlieue, dans les grandes villes. On ira à Marseille d'ailleurs tout à l'heure, qui est une grande ville, s'il y en a une. On va aller à Paris dans quelques instants, et même dans des petites villes comme Montargis, 15 000 habitants, où une grande partie des commerces du centre-ville ont été brûlés, voire même dans le Gers, à la Bastide de Seyroux. Et là, qui connaît la Bastide de Seyroux? C'est un tout petit village où il y a eu le saccage du Golfe. Alors, est-ce que vous pensez que ce n'est pas les banlieues qui sont hors de contrôle, mais carrément la France entière? Vous pensez que c'est le cas? Vous pensez que ce n'est pas le cas? On attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean-Alain Rive est avec nous, directeur justement de cette éco-golf à la Bastide de Seyroux. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bienvenue. Bonsoir. Oui. Bienvenue. Philippe le disait, petite commune, c'est irréaliste d'imaginer que votre golf ait pu être saccagé, parce que quand je parle de saccagé, je suis un petit peu en dessous de la vérité. Oui, effectivement. Donc juste une petite précision, l'éco-golf de l'Ariège-Pyrénées, c'est dans l'Ariège et non pas dans le Gers. Donc ça permet de on n'a pas dit que c'était dans le Gers. On n'a pas dit que c'était dans le Gers. et donc, oui, effectivement, ce matin à 6h, lorsque mes employés m'ont téléphoné pour me faire part des actes de vandalisme qui avaient eu lieu sur le site, mais que vous dire, à part désappointé, même forcer le trait à 10 ans écœuré lorsque je suis arrivé
sur site, de voir les voiturettes avec les sièges éventrés, les consoles GPS arrachées, des tags sur toutes les voiturettes. Qu'est-ce qu'il y avait comme tag, dites-nous? Pas de justice, pas de paix, par exemple, ou bien ACAB, donc c'est un slogan... Tous les flics sont des salauds en anglais, all cops are bastards. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, dépité, sans voix. Parce que c'est important de le dire, en plus c'est une PME avec assez peu de salariés, donc on parle pas d'un grand groupe quand même. Hein. Ah, tout à fait, donc c'est le golf est la propriété du département, il est géré par l'association, il y a 11 salariés, c'est un acteur économico-touristique, qui remplit son rôle, voilà, tranquillement. Mais Jean-Alain Rive, je connais bien la région des Pyrénées. Il y a quand même quelque chose de fou. La Bastide de Sérou, c'est pas très loin de Pamiers, qui est la plus grande ville de l'Ariège, 10 000 habitants, et de la préfecture Foix, 9 000 habitants. Me dites pas que c'est les quartiers difficiles de Toulouse. Le Mirail, Ampalo, la Faourette ou les Isarques sont descendus à la Bastide de Sérou. Effectivement, donc c'est vrai que les gendarmes aussi, donc évidemment, j'ai déposé plainte et donc il y a une enquête qui est en cours. Très peu d'indices. Bon, il y a une vidéo qui protège, qui est censée protéger le parc à voiturettes. Bon, on voit 2 individus qui arrivent, donc cagoulés, évidemment, version commando, qui se précipitent sur les caméras et les tags, donc pour éviter d'être continués à être filmés. Et puis après, ils ont fait leur basse besogne, quoi. Alors, vous dire d'où ils viennent, bon, je sais pas. À cette heure-ci, c'est compliqué. Philippe Bilger. Depuis quand existe votre golf, monsieur Alary? 39 ans. 39 ans. Et c'est la première fois qu'il fait l'objet de telles dégradations. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un golf, comme son nom l'indique, éco-golf, label sur la biodiversité, situé au sein même du parc naturel régional. Donc, une cohabitation parfaite avec les gens de la région. Donc, c'est vrai, comme vous disiez, première fois qu'on est malmené, quoi. À votre avis, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une envie, pardon, le terme est un peu pompeux, très anticapitaliste, de s'en prendre aux riches, de s'en prendre aux riches? Oui, parmi les tags qu'on a pu voir sur les pelouses, donc il y a marqué, c'est vrai, sur un golf de riche. Après, ils s'en sont pris également au green, où il y a 3 greens qui ont été carrément bêchés. Oui, la relation golf de riche, c'est complètement ridicule. Aujourd'hui, c'est un golf public accessible à tout le monde, mais c'est le symbole du golf qui est attaqué et non pas réellement ce qu'il est. Merci beaucoup, Jean-Alain Rive. Tout notre soutien, directeur de l'éco-golf de la Bastide de Sérou, c'est dans l'Ariège. Et là, malheureusement, il a été saccagé la nuit dernière. C'est absolument incroyable, Cécile. Et puis d'autres témoignages, 0826 300 300. Ala Okili, journaliste qu'on connaît bien sur Sud Radio. Oui. Ala, bonsoir. Bonsoir. Ala, vous nous entendez? Ala, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, bonsoir. Ala, bonsoir, on vous connaît bien sur Sud Radio puisque vous avez été journaliste chez nous. Vous habitez à Paris dans le 15e arrondissement et là, cette nuit, c'est forcément c'est la sidération. Absolument. La nuit d'avant, déjà, il y avait eu quelques incidents, mais assez mineurs. Des poubelles brûlées, 2-3 vélos, 2-3 scooters. Et puis, hier soir, je rentre donc de soirée à minuit 50, le taxi me dépose, et là, je vois un commando de jeunes, tous habillés en noir et cagoulés, qui sont en train de renverser une voiture. Ils la renversent, ils la cassent, ils sont en train d'installer des barrages, ils prennent des pots de fleurs, etc. Et petit à petit, on voit des jeunes qui arrivent de partout avec des cartons chargés de mortiers, de feux d'artifice. Et là, c'était une grande soirée du 14 juillet devant l'immeuble, les voisins qui sortent, tout le monde qui dit « je veux dormir », arrêtez, et on entend des ta gueule qui fusent. Et ça tirait dans tous les sens. Vraiment, on avait l'impression que c'était une scène de guerre en plein cœur de Paris. On est juste à côté du boulevard Pasteur. Bon, c'est un quartier dit un petit peu bourgeois quand même. Hein.
Oui, mais de l'autre côté de la rue Falguière, c'est un petit peu plus populaire. Et là, je peux vous dire que c'était des scènes de guerre, littéralement. Ça tirait dans tous les sens. Un bâtiment a pris feu où il y avait un restaurant à l'abandon. Le feu atteignait les étages qui étaient habités. Le carrefour a été entièrement pillé et on se faisait appeler par des jeunes filles qui étaient masquées avec chargées de courses qui nous disaient « Allez faire les courses au carrefour, c'est gratuit ». Le seul tabac du coin a été entièrement pillé et la brave M a essayé d'intervenir mais a été très rapidement dépassée. Les policiers sont partis en courant. Ils n'avaient plus de munitions vers 2h du matin, donc les charges ne servaient pas à grand chose. Et c'est au moment, nous on a bien sûr essayé d'appeler le 17, le 18, rendez-vous compte, en France 2023, la nuit il peut arriver n'importe quoi. C'était même pas veuillez attendre, on est saturé comme ça peut arriver, c'était veuillez rappeler ultérieurement. Veuillez rappeler ultérieurement. Les familles étaient terrorisées. J'ai une voisine qui a un enfant autiste qui a fait une crise, il hurlait, on entendait ça dans tout le quartier. Les gens étaient affolés, personne n'a dormi. Donc à un moment, les CRS ont dû intervenir avec des grenades de désencerclement pour disperser les jeunes. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai demandé à passer de l'autre côté en prétextant que j'habitais de l'autre côté du quartier. Il a fallu que je parle arabe pour qu'on m'escorte littéralement. Et là, j'ai pris une vidéo où on voit effectivement le pillage en cours dans les magasins, le feu qui atteignait les habitants. Alain, quand vous dites il a fallu que je parle arabe pour passer de l'autre côté, ça veut dire quoi en fait? Il a fallu la rue. Oui, pour passer de l'autre côté et aller du côté des émeutiers, effectivement, il a fallu que je parle arabe. Et pour votre information, la veille, j'ai dû intervenir pour que ma voisine puisse accéder à son garage, qui était en panique parce qu'on allait lui jeter un cocktail Molotov pour qu'elle rentre dans le garage. Elle m'appelle à pas d'heure. Et là, je vous avoue que j'ai pris un taser et une bombe lacrymo pour sortir l'aider. Et à un moment, je me suis ravisée. Je suis rentrée, je me suis voilée, j'ai mis un long peignoir et je suis sortie parler en arabe aux jeunes émeutiers pour qu'on laisse passer cette dame. On rappelle que vous êtes d'origine marocaine, que vous êtes né au Maroc. Alors, restez avec nous. Nadia Hay, qui est notre troisième vraie voix du jour, ancienne ministre de la Ville, vient d'arriver. On entendait la Bastide de Sérou, tout petit village dans les Pyrénées ariégeoises. Là, on entend Paris 15e. Comme disait Gérard Collomb, je vais vous donner la citation exacte. En 2018, aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vit face à face. Demain, c'est aujourd'hui. Alors déjà, d'une part, oui, il y a des phénomènes de violence qui sont inacceptables et dans plusieurs villes de France. J'étais juste il y a quelques instants avec un représentant des syndicats de police de la CGT qui disait encore que nous sommes encore loin de ce qui est arrivé en 2005, notamment des actes de révolte dans les quartiers. Et effectivement, ce qu'on entend là, c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer cette violence. Et c'est d'une gravité carrément de la violence raciale. Elle se traduit. La violence, vous savez, elle est multiforme et elle ne fait pas dans la dentelle. C'est là aujourd'hui, les individus aujourd'hui veulent en découdre. Ils veulent aujourd'hui en découdre avec les forces de l'ordre, ils veulent en découdre avec tout ce qui représente l'autorité. Donc il y a une explosion de la violence avec des phénomènes de casse, d'incendie, de pillage, avec des bandes qui sont plutôt organisées. Et on l'a vu en fait, le phénomène de cette nuit, de la nuit dernière, ce sont plutôt des bandes organisées qui envoient en première ligne les jeunes, les plus jeunes mineurs, comme des boucliers. Et derrière, il y a ces phénomènes que l'on voit d'attentats à des mairies, d'attentats à tout ce qui représente l'institution, et donc aussi des pillages de commerce. Madame la ministre, d'abord, je vais être peut-être critique avec la manière dont tout cela est géré, mais croyez bien que je le dirai avec beaucoup de courtoisie. Il faut. Je suis ravi que vous soyez là. J'ai entendu dire le contraire, moi, que c'est infiniment plus grave que 2005, parce que ça dépasse les ressorts qu'on a connus en 2005. Différent. Oui. Vous avez raison. Ça a même commencé par ailleurs, j'ai le sentiment, mais encore une fois, vous êtes bien placé pour le savoir, que aujourd'hui, la mort de Naël n'a plus l'ombre d'une importance pour personne, qu'il y a une sorte de subversion sociale et raciale qui se met en place. Est-ce que vous n'avez
pas l'impression, je pose ma question brutalement, que le pouvoir lui-même est dépassé? Non, il ne faut pas laisser croire que le pouvoir est dépassé. L'ordre, nous devons l'installer, le réinstaller et amener de l'apaisement. Vous avez raison, les phénomènes de violence sont différents par rapport à 2005. Ils sont moins nombreux, mais plus violents, plus organisés, et parce que justement, il y a un ensemble, un tout qui ressurgit. Et c'est beaucoup plus complexe que la mort de Naël, qui a été un élément déclencheur de toute une révolte derrière, de toute une colère. Et effectivement, ce n'est pas respecter ni la mémoire du jeune, ni les habitants des quartiers que d'avoir ce type de comportement. 0826 300 300, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Bien entendu avec Philippe Pichon qui est avec nous, avec Nadia Hay, députée LREM et ancienne ministre de la Ville, René Chiche et Philippe Bilger, et vos appels au 0826 300 300, et merci pour l'ensemble de vos témoignages qui sont très 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 lourds. En tout cas, on vous attend. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du jour avec bien sûr Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche, Nadia Hay, députée La République En Marche et ancienne ministre de la Ville, Philippe Pichon, ancien commandant d'unité de la BAC 93, et beaucoup d'appels au standard avec un Créteil. Boris qui nous appelle de Créteil. Bonsoir Boris. Bonsoir Boris. Bonsoir à tous, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Une réaction Boris. Une réaction. Alors ma réaction, je sais même pas par où commencer en fait, c'est tellement incompréhensible. Il s'est passé des choses à Créteil-Soleil, c'est un très gros centre commercial à Créteil. Oui, absolument, c'est l'information qu'on a eue. Moi j'ai pas été voir, je préfère me tenir loin de tout ça. Vous faites bien. Mais je trouve la situation... La maman a appelé au calme, la maman du Pinel a appelé au calme, elle a reconnu que, enfin en tout cas elle reconnaît que l'État s'est tourné vers le policier. Après on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas il est incriminé, il est en prison pour l'instant. Mais je suis ahuri par les témoignages des intervenants qu'il y a eu avant, un golf bêché en Ariège. Quel rapport une rue assiégée dans le 15e, comme nous disait l'intervenant juste avant. Alors. C'est à peu près la même chose, et en fait je me demande où mettons la barre en fait. Comment on fait pour les arrêter? Est-ce qu'on fait comme les Hollandais où ils finissent par tirer à balles réelles sur la foule? On fait quoi? C'est une vraie question. Ala qui est avec nous toujours en ligne. Ala, vous êtes là? Oui, absolument. Ala, 2 secondes. Vous aussi, vous avez eu ce lien avec les commerçants, avec certains qui ont été protégés et d'autres pas? Absolument. Donc déjà hier soir, je passe de l'autre côté, donc je vais vers la place au bout de la rue où vraiment tout a été saccagé. J'arrive vers quelqu'un qui était là et il me dit qu'il est en fait d'origine indienne, qu'il a un commerce, une épicerie et qu'il restera là debout toute la nuit, et que clairement, je reprends ces mots parce que je l'ai enregistré me disant ça. Il butera quiconque touchera à son commerce, tout le monde le connaît, et on ne touchera pas à son commerce, et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce matin, la sidération, tout le monde est en train de prendre des photos, des vidéos, se rend compte qu'on n'a plus de tabac, on n'a plus le petit supermarché du coin, et je m'installe au café qui a été épargné, à part quelques pots de fleurs et un olivier qui ont été brûlés parce qu'ils se sont servis comme un barrage. Et là, il me dit, vous savez, nous on a été menacés parce qu'on se barricadait il y a 2 jours, on nous a jeté une bouteille devant notre commerce. Et là, ils nous ont promis qu'ils ne nous toucheront pas ce soir, et on ne s'est pas barricadé. Et je lui dis, mais donc, vous savez qui c'est? Il me dit, mais nous savons tous qui c'est. Et alors, bien entendu, dans ce quartier que je décrivais de populaire, vous avez à la sortie de chez moi un parc avec 20 guetteurs qui sont là tous les jours. C'est des gens du coin. Ils ont été rejoints par beaucoup de jeunes des autres quartiers, notamment à Pernetier aussi, ou dans le 14e où ça a pété, etc. Et ils avaient pour code de ne pas toucher aux gens. C'était assez sidérant parce que vous voyez des tirs, des coups de fusil, des mortiers. Vous avez peur que ça vous tombe dessus, et en même temps, vous pouvez marcher et vous voyez les mamans qui sortent. Tout le monde est en train de filmer, de regarder. À aucun moment, je voudrais vraiment insister dessus, notamment par rapport à ce qu'a dit la députée Renaissance, je n'ai entendu justice pour Naël. Ça fait 2 nuits, je n'ai jamais entendu justice pour Naël. Quand on met en danger des riverains, qu'on est là, prêt à brûler des habitations, je ne comprends pas comment on peut estimer que ces gens pleurent une vie alors qu'on n'a pas de respect pour la vie humaine. Merci. Bougez pas. On va retrouver Claude Capillon, ancien maire de Rosny-sous-Bois. Bonsoir Claude Capillon.
Bonsoir. Vous avez entendu le témoignage d'un auditeur de Sud Radio, Boris. Il y a eu des problèmes à Créteil-Soleil. Il y en a eu par exemple au centre commercial Carré-Sénart, c'est en Seine-et-Marne. En ce moment même, Rony 2 est en train d'être pillé. Et on s'est téléphoné avant l'émission. Vous disiez en 2005, on a eu beaucoup de voitures brûlées. Mais Rony 2, on n'y avait pas touché. Oui, absolument. En ce moment, il y a un gros problème sur Rony 2, dont les magasins sont pillés. Et par rapport à 2005, alors les points déclencheurs sont les mêmes. Hein. C'est des 2 jeunes de Clichy qui sont morts. Et là, c'est un jeune, malheureusement, de Nanterre. La similitude s'arrête là. En 2005, c'était les banlieues. Là, malheureusement, et je pense que la situation est plus grave, parce que ça touche toute la France et ça touche des petites villes qui n'étaient absolument pas touchées auparavant. La Bastide de Sérou. Pour rester avec nous. Raphaël, 0826 300 300 qui nous appelle de Cachan. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir les Vrévois, bonsoir à tous. Et vous avez été témoin ? Alors effectivement, témoin cette nuit de tirs de mortier de manière très rapprochée et très fréquente. Vous êtes où Vous êtes à Cachan, je crois, c'est ça, en région parisienne. À Cachan, dans le Val-de-Marne. En centre-ville. Habituellement, les tirs de mortier sont plutôt localisés dans un quartier qui s'appelle La Plaine, un petit peu plus éloigné du centre-ville. Et là, effectivement, les tirs de mortier étaient vraiment à proximité immédiate du centre-ville et toute la nuit. Hein. C'était pas une fois par-ci dans l'heure. C'était vraiment très très rapproché. Et on assistait aussi à un caillassage du théâtre de la ville de Cachan, qui est également situé à proximité du centre-ville, et ainsi qu'un local Emmaüs, qui est un local, une friperie qui revend ou qui donne des vêtements aux plus modestes d'entre nous. Oui. Et donc, effectivement, cette image de saccage de ce local-là m'a profondément heurté, puisque, à titre personnel, je donne de temps en temps des vêtements pour effectivement que j'espère une dernière fois au plus large. Voilà. Donc voilà, donc c'est des émeutes qui sont assez éloignées de ce qu'on a pu connaître en 2005, dans le sens où c'est vraiment une population assez jeune et qui s'attaque à tout ce qui les environne en fait. Voilà. Restez avec nous, Raphaël. Philippe Pichon, vous c'est le côté police, ancien patron de la BAC 93. Et la réponse c'est quoi? Parce que là, quand cette succession de témoignages, c'est la guerre civile en fait. Pardon, je suis peut-être excessive, mais on y est presque quand même. Alors je vais me tourner vers Madame la ministre et je vais essayer de garder la même urbanité que Philippe Bilger. Moi je suis très inquiet, très préoccupé. Tous les retours, donc je suis retraité maintenant, donc je n'ai plus de devoir de réserve. Tous les retours que j'ai, Madame la ministre, du terrain de mes anciens collègues, c'est la préoccupation parce que les instructions ne sont pas très claires. Les instructions ne sont surtout pas d'aller au contact des émeutiers et les instructions sont de ne pas procéder à des interpellations. Est-ce que vous pouvez ce soir, au nom de la représentation nationale ou en tous les cas des contacts que vous avez évidemment avec le gouvernement, assurer les Français que dans les jours qui suivent, la réponse va être franche, ferme et forte? Alors déjà, il y a eu des interpellations la nuit dernière. On a eu beaucoup d'interpellés et notamment 30% de ces interpellés ont moins de 14 ans. Donc les interpellations ont lieu. Et effectivement, c'est toujours très compliqué dans ces phénomènes-là d'aller dans un contact franc et direct parce qu'il ne faut pas non plus faire de blessés, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc là... Il y a eu beaucoup de membres des forces de l'ordre blessés. Pourtant, exactement. Et pourtant, il y a eu beaucoup... Donc imaginez si l'instruction, c'est d'aller encore plus au contact. Donc maintenant, est-ce que pour autant, il ne faut pas apporter une réponse proportionnée à la situation? Bien évidemment que oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président de la République à la sortie de la réunion de crise, de la cellule de crise, c'est qu'il va y avoir des dispositions supplémentaires et des moyens supplémentaires pour venir apporter une solution et une réponse proportionnée au phénomène de violence que nous avons en face. Madame la députée, j'aurais une question rapidement. Moi, ces mouvements me paraissent trop spontanés pour être vrais. Est-ce que, peut-être suite à vos contacts avec le gouvernement ce matin, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une sorte d'organisation qui gère tout ça, parce que tous ces mouvements spontanés un peu partout, dans des villes, des villages, ça me paraît absolument ahurissant. Est-ce que, franchement, en parlant franchement, est-ce que vous pouvez nous dire si
au gouvernement, on n'envisage pas aussi une piste comme celle-ci? Alors, cela n'a pas été évoqué ce matin, je vous le confirme. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est exclu? Bien évidemment que non. Donc, ils sont en train de croiser les données avec les services de renseignement. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais en tout cas, ce que nous observons, c'est qu'il y a des phénomènes singuliers que nous n'avons jamais observés avant ça. Donc, il faut trouver l'explication. Attaquer Rosny 2, je crois que c'est l'ancien maire de Rosny qui nous le dit, ça n'a jamais eu lieu pendant les émeutes. Et pour autant, vous savez, à Trappes, ma mère y réside encore, dans la tour où j'ai grandi, l'hôpital privé de Trappes a été attaqué. Ça ne s'est jamais vu. Sachant que les patients, les malades qui sont traités dans cet hôpital sont bien souvent des trappistes. Donc certainement des membres, soit des voisins, soit des membres de leur famille, des femmes qui ont accouché, des personnes qui sont en réanimation, des personnes âgées qui sont en soins intensifs, certainement. Et pour autant, l'hôpital a été attaqué. Donc c'est pour vous dire que ce phénomène, peut-être moins nombreux d'après ce que nous disent les syndicats de police, après c'est à voir et à confronter les différents chiffres, mais en tout cas ils ont changé de nature. Et ils sont plus violents, et ils sont plus organisés. Et plus jeunes. Et plus jeunes. Parce que, encore une fois, les jeunes sont envoyés en bouclier, parce qu'on sait que la réponse pénale ne va pas être à la hauteur des faits qui sont commis. Il y a changer peut-être aussi. Oui, peut-être, mais en tout cas, l'heure aujourd'hui, l'heure de la réflexion et des réponses politiques va arriver. Pour l'instant, c'est l'apaisement, le retour au calme et le retour à l'ordre républicain. C'est ce qui doit nous animer. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On n'a pas fini, bien entendu. 0826 300 300, énormément de témoignages au 0826 300 300. On n'a pas le temps de prendre tout le monde, malheureusement. Merci beaucoup. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, parce qu'il faut bien qu'il s'énerve. Ça va être un gros coup de gueule contre l'ONU, le machin, comme disait le général de Gaulle. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci beaucoup pour tous ces témoignages depuis 17h avec Philippe David, que vous soyez maire, que vous soyez un simple citoyen en tout cas, témoin, et que vous soyez aussi commerçant. On a eu quand même pas mal de témoignages, ça va continuer parce que ça continue de sonner au 0826 300 300. Philippe Bilger était avec nous, René Chiche et Nadia Hay, députée La République En Marche des Yvelines et ancienne ministre de la Ville. On vous attend au standard, on est ravis en tout cas de partager ce moment avec vous jusqu'à 19h. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de gueule contre l'ONU, Philippe. Oui, Cécile, en lisant un tweet, j'ai cru qu'il émanait du site parodique l'Agence France Presque. Mais non, ce n'était ni un fake, ni un trait d'humour, c'était bien un tweet de l'AFP, l'Agence France Presse. Un tweet qui émane d'un machin, pour paraphraser le général de Gaulle, qui s'appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui demande à la France, accrochez-vous bien, de se pencher sérieusement sur les profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. Vous avez bien entendu, c'est un message adressé à la France alors que la même ONU avait mis à la tête du panel des droits de l'homme l'Arabie Saoudite. C'était en 2015, à la tête sans jeu de mots quand on connaît le nombre de décapitations dans ce pays et sa prédisposition à transformer un journaliste en carcasse de viande à la découpe. Une ONU qui avait accepté l'Iran au sein de la commission de la femme, avant, de la condition. Oui, absolument. Oui. De l'exclure en décembre dernier, suite à la terrible répression consécutive à l'assassinat de Mahsa Amini 3 mois plus tôt. Alors merci à l'ONU de se couvrir de ridicule, car quand on voit les émeutes des 2 derniers jours en France, si celles-ci s'étaient déroulées en Arabie Saoudite, en Iran ou même aux États-Unis, pays démocratiques, les morts tombés sous les balles des forces de l'ordre se compteraient par dizaines. Le ridicule ne tue pas, heureusement pour l'ONU et heureusement pour les politiques qui tweetent en se félicitant de cette demande de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. C'est très bien. Bah oui, voilà, j'ai envie de dire. Bien vu. Et je craignais que vous soyez éloigné du sujet. Je ne connaissais pas le fond de votre propos, mais c'est tout à fait à raccorder à notre situation nationale. Voilà. Mais je partage totalement aussi le constat que le racisme n'est pas structurel dans la police. Oui. Il y a des policiers racistes, il y a des policiers qui discriminent, mais ça reste minoritaire. Comme partout. Et comme partout. Et c'est comme, j'ai cette fameuse expression que j'utilise maintenant assez régulièrement, je refuse qu'on jette le discrédit sur nos forces de l'ordre, sur la police, comme je refuse qu'on mette dans le même panier les jeunes de nos quartiers. Voilà. Il y a
justement des phénomènes minoritaires d'un côté comme de l'autre. Je ne comprends pas que l'ONU se serve de ce fait divers tragique, certes, pour dire que la police française serait raciste. Et je pense que l'ONU a actuellement d'autres thèmes beaucoup plus préoccupants à s'occuper, comme la guerre en Ukraine ou des choses comme ça. Il ne faut pas nous importer les phénomènes américains en France. On n'est pas du tout, c'est pas la même société. Donc voilà. Et juste leur expliquer qu'en matière de calendrier, il faut faire attention quand même. L'ONU est tellement grotesque que je me dis qu'heureusement que Pablo Escobar n'est plus de ce monde, ils auraient été capables de le nommer à la tête de la mission. L'ONU peut servir quand même parfois. Attention, n'exagérons pas. Vu ce tweet, il faut dire sur ce sujet précis, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, ils ont peut-être récupéré un vieux sujet, ils n'avaient peut-être pas d'idée, c'est ressorti, voilà, c'est comme ça, c'est calendaire. En France, on n'a pas de pétrole et on a des idées. Eux, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont de mauvaises idées. Ils avaient envie d'indigner Philippe David. Voilà, c'est ça. Allez, qui arrive assez fréquemment. Tout de suite, Félix Mathieu avec le Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et la particularité, Félix, de ces émeutes est d'être partagées en temps réel. Les pillages commencent déjà à Strasbourg, écrit Karen Tardy sur Twitter tout à l'heure en partageant ces images d'un grand magasin en train de se faire vandaliser. 5-6 téléphones et la dénommée Karen d'ironiser, c'est la faute aux réseaux sociaux d'après Macron. Une scène similaire tourne sur les réseaux sociaux à Rosny 2, pillage en plein jour tout à l'heure. Des vidéos, des incendies, des pillages qui inondent les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure. Une réunion va même se tenir à 18h30 entre les ministres du numérique et de l'intérieur et les responsables de ces plateformes numériques. Le chef de l'État les accuse de favoriser une certaine forme de mimétisme. Parmi ces vidéos qui tournent, celle d'un pillage de magasin cette nuit avec même une dame en train de courir avec des produits, visiblement des produits électroménagers sous les bras. Là, c'est abusé. Regarde. Aux personnes qui se demandent ce que font des parents, des minots dehors à 3h du matin, eh bien, ils font leurs courses, écrit un internaute en partageant cette vidéo. D'autres, au contraire, saluent le geste d'autorité impressionnant d'un père qu'on voit traîner son fils de force à la voiture pour le ramener chez lui. Son fils qu'il enferme même dans le coffre de la voiture pour ne pas qu'il ressorte. Autre vidéo très partagée, la supplique de cette mère en train de regarder des émeutiers qui attaquent une école en pleine nuit. Ne touchez pas l'école, dit-elle. Certains saluent le courage de cette femme qui s'oppose à l'incendie de l'école. Sans doute qu'après ce genre d'image, c'est sans doute après ce genre d'image que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de faire cette annonce. Des parents d'élèves en pleurs, eh bien nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas des voyous s'attaquer au symbole de la République. La République est partout chez elle, elle le restera. C'est pour cela que la région va dégager dès la semaine prochaine un budget exceptionnel de 20 millions d'euros pour venir en aide aux maires et pour reconstruire. Nous reconstruirons et nous ne céderons pas d'un pouce à la violence. 20 millions d'euros de la région Île-de-France. Alors certains internautes tout de même s'agacent de cette annonce qui, selon eux, arrive trop tôt sur le mode du contribuable agacé. Ils reprochent à la région de dégainer de l'argent public alors même qu'on est encore en pleine tension. Philippe Bilger. Et puis surtout, elle n'est pas la seule. J'ai entendu parfois le président de la République le dire aussi. Et cette phrase, nous ne céderons pas d'un pouce, elle est grotesque. Alors que l'État ne cesse de céder. Elle va donner 20 millions d'euros, c'est très bien, mais elle ne peut rien faire d'autre. C'est ça qui est dramatique. Nadia. Non, c'est pas une question de ne pas céder. Je pense qu'effectivement, c'est un peu trop tôt de chiffrer les dégâts et de dégager des budgets. Vous savez, on a eu un comité interministériel de la ville ce matin qui s'est tenu et présidé par la première ministre. Il devait normalement avoir des annonces pour les quartiers. Ça a été suspendu parce que l'heure n'est pas aux annonces. L'heure n'est pas à la façon dont on va reconstruire. L'heure est à l'ordre républicain de ramener le calme. C'est l'objectif. Oui, c'est-à-dire que là, Valérie Pécresse fait encore preuve un peu d'insuffisance et je trouve de faiblesse. En plus, là, l'argent qu'elle souhaite inoculer, c'est un peu de l'argent négatif. C'est de l'argent qui va maintenant reconstruire des choses. Ensuite, on va nous dire qu'il va falloir encore de l'argent pour essayer de renouer des liens, de donner des moyens humains. Donc tout ça me semble un petit peu
si on était cynique, on pourrait dire on va attendre que les dévastations soient terminées. Hein. Ouais. On fera le compte après. Je pense que les gens ont plus besoin de sécurité en ce moment que d'argent. Vous restez avec nous dans un instant. Le témoignage incroyable. Il y a quelques semaines, nous étions en direct avec le Grand Matin Sud Radio, avec Patrick Roger, dans une brasserie à Marseille qui s'appelle La Samaritaine. Et on était très heureux d'être accueillis. Elle a été dévastée. Quand je vous dis dévastée, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est avec Philippe Bilger, avec René Chiche, directeur de rédaction du groupe Entreprendre la Fond Presse, Nadia Hay, députée La République En Marche des Yvelines et ancienne ministre de la Ville, et vos appels 0826 300 300. Et je vous le disais tout à l'heure, juste avant notre petite pause, nous avions eu la chance, il y a à peu près 3 semaines, d'être avec Philippe David et le Grand Matin Sud Radio et Patrick Roger. On avait été reçus admirablement bien à la Samaritaine. C'est une très belle brasserie sur le Vieux-Port à Marseille, avec Alexandre Sédic et toute l'équipe de la Samaritaine qui nous avait accueillis. On avait fait une émission entière et il est avec nous en direct. Alexandre Sédic, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est très touchant parce que forcément, quand on connaît ce lieu, on imagine que pour vous c'est une catastrophe, puisque je disais que votre brasserie dont vous êtes le directeur a été saccagée. Oui, tout à fait. On a 13 baies vitrées qui ont été explosées. On a tout notre mobilier qui s'est retrouvé dans la rue pour former une barricade face au cordon de CRS. Et effectivement, ça a été assez compliqué, ne serait-ce que de récupérer notre mobilier, parce qu'on s'y est pris on était fermés et on essayait de récupérer notre mobilier. Ça a été assez compliqué. Et donc, on l'a récupéré tant bien que mal dans un état déplorable. Mais bon, voilà, on a 13 baies vitrées explosées. Donc j'imagine, Alexandre Sédic, j'imagine que vous êtes forcément fermé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes... la brasserie est à l'arrêt. Non, la Samaritaine ne ferme jamais. Ça, c'est un principe, elle ne ferme jamais. On a pu réouvrir partiellement à 10h30. Oh. Et ce matin, et voilà, donc on a fait avec le mobilier qui restait debout, et puis pour le reste, il faudra réinvestir, parce que on a dû jeter une bonne partie du mobilier. Voilà. Oui. Quand vous voyez ces entrepreneurs qui se font saccager comme ça, vous réagissez comment, René Chiche? Surtout que c'est une institution, la Samaritaine, à Marseille. Oui. Non, écoutez, de toute façon, c'est toujours triste de voir de la violence comme ça pour des entrepreneurs. Simplement, je voulais savoir, ça s'est passé durant la nuit dernière. La nuit dernière, exactement. Et c'était ouvert pendant... Alors, nous étions fermés. On a fermé, en fait, sous les comment dire, ce qu'on voit des policiers là, c'est des préconisations des policiers, c'est-à-dire qu'ils vous ont conseillé de fermer, c'est ça? Non, pas du tout. Il y avait les lacrymogènes, voilà. D'accord. Les lacrymogènes, ça a été assez compliqué, mais on a fermé à l'heure habituelle. D'accord. Ensuite, environ 3/4 d'heure, 1 heure après, j'ai eu une alerte. On m'a dit, mais tout est saccagé, la véranda est explosée. Ils ont pris le mobilier, ils l'ont mis, ils l'ont réparti un peu partout. Donc je suis revenu et c'est là que j'ai constaté le désastre. Mais vous étiez la cible privilégiée dans ce secteur, ou il y a eu d'autres commerces comme vous, d'autres établissements comme vous? Et beaucoup d'autres établissements, parce qu'il y a énormément de groupes qui circulaient un peu partout dans Marseille. Donc on n'est vraiment pas les seuls. Je crois qu'il y a la Brasserie du Soleil, il y a beaucoup d'autres. Il y a aussi des magasins comme de magasins de jouets, il y a des Monoprix un peu plus loin. Mais en fait, c'est parce que les forces de l'ordre étaient stationnées sur la rue de la République. Et nous, on fait l'angle avec la rue de la République. C'est la raison pour laquelle ça s'est produit à cet endroit-là. S'ils avaient été positionnés, par exemple, sur la Canebière, ça se serait passé sur la Canebière. Est-ce que vous trouvez que ces manifestations ont été très différentes des précédentes violences ? Oui, parce que là, il y a vraiment la volonté de cibler les forces de l'ordre en sachant que les forces de l'ordre ne réagiront pas. Donc c'est ça qui est impressionnant, quoi. Alexandre, restez avec nous. Merci beaucoup. On prend la direction des Yvelines. Nous sommes en compagnie de Nicolas Dainville, maire de La Verrière. Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir à vous. Bonsoir, vous avez eu 2 écoles totalement détruites qui ne pourront pas être reconstruites pour la rentrée des classes. Les enfants sont traumatisés. Dites-nous quelle est la situation dans votre commune. Eh bien, écoutez, déjà, l'effroi, l'horreur, quand on a découvert que 2 de nos écoles municipales sur 3 étaient parties en fumée, avec l'accueil des familles qui étaient sous le choc, les enfants en pleurs, les personnels de l'éducation nationale, les personnels de la mairie qui accompagnent les enfants totalement traumatisés. Et donc on a dû gérer la situation de crise avec une cellule d'accompagnement psychologique, avec la présence du préfet, avec la présence aussi de la rectrice, qui sont venus à nos côtés pour orienter les élèves déjà dans la journée d'hier et puis pour finir l'année dans nos structures municipales. Mais c'est une immense tristesse et je vous dis un traumatisme dont on mettra du temps à se relever. Oui, Philippe Bilger, allez-y. Monsieur le maire, est-ce que vous diriez que ces actes inqualifiables ressemblent à ceux que peut-être vous avez pu connaître en d'autres circonstances, ou est-ce que vous voyez quelque chose de différent dans ces actes inqualifiables ? Là, je pense qu'on a atteint un degré d'horreur et de frayeur qui dépasse tout ce que moi j'ai pu connaître personnellement. On a des pompiers qui n'ont pas pu intervenir à temps, avec des tirs de mortier, avec des barrages qui ont entravé leur intervention. On a des forces de l'ordre qui étaient totalement dépassées, qui d'ailleurs étaient assez peu présentes, peut-être pour ne pas exciter les émeutiers, mais force est de constater que les habitants étaient affolés. Il y a eu du porte-à-porte fait dans les immeubles, dans le quartier du Bois de l'Étang, pour dire aux habitants « ça va brûler, on va brûler vos habitations ». On avait des habitants affolés qui nous parlent de groupes quasiment paramilitaires, avec des attaques extrêmement orchestrées. Là, il s'agit quand même de 2 écoles. L'école, c'est sacré. On touche à ce qu'il y a de plus beau dans ce quartier, ce qui permet aux enfants de s'épanouir. C'était des écoles avec lesquelles on avait des partenariats extraordinaires, notamment le Centre de musique baroque de Versailles, qui faisait un partenariat dont on était très fiers. On avait du personnel dévoué. On a touché à quelque chose d'inviolable, à quelque chose de sacré. Et c'est malheureusement peut-être des gens dont les petits frères, les petites sœurs fréquentent cette école et peut-être même des gens qui ont fréquenté cette même école. Donc c'est ça qui est d'autant plus rageant et désespérant. Nadia, qui est députée dans votre département et qui a été ministre de la Ville, veut vous interpeller, Nicolas Dainville. Bonsoir Nicolas, on s'est pas eu on s'est pas eu au téléphone depuis, mais vraiment vous avez tout mon soutien, vous le savez. C'est vraiment ce que vous décrivez là, moi me désole et me touche au plus profond de moi-même, quand on sait ce qu'on a fait pour ces écoles, quand on sait aussi tout ce qu'on a mené à vos côtés à la Verrière, et de voir aujourd'hui ce travail réduit à néant et totalement aujourd'hui anéanti pour les habitants, pour les jeunes, pour les enfants d'abord. Moi je suis vraiment sidérée, dans un état de sidération, et donc vous avez évidemment tout le soutien, le mien et toute la représentation nationale. Vous l'avez très justement dit, c'est qu'effectivement il y a une organisation qui est presque paramilitaire. Et en quoi aujourd'hui ces jeunes qui habitent peut-être la Verrière ou peut-être pas, puisque on va frapper chez l'habitant en lui demandant de sortir de chez soi. Où est le respect du voisin? Où est le respect certainement peut-être de membres de la famille, que de aller leur demander de sortir pour saccager leur domicile? Donc il y a quelque chose qui est complètement irrationnel et totalement surréaliste. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Dainville d'avoir été avec nous, maire de la Verrière dans les Yvelines, comme aux autres. On vous souhaite beaucoup de bon courage surtout. Bon courage, hein. Et n'hésitez pas à nous rappeler puis cette information qui vient de tomber. Un jeune de 20 ans en état de mort cérébrale, visiblement tombé d'un toit d'un magasin pillé en Seine-Maritime. Dès qu'on a un peu plus de précision, on vous tiendra informé. Restez avec nous dans un instant. La suite, et on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et ça n'est pas fini, on est encore ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse, et Nadia Hay, députée de La République En Marche et des Yvelines et ancienne ministre de la Ville. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et ça a été la 3e nuit d'émeute en France, 875 interpellations. Et parmi les émeutiers, beaucoup de jeunes, relève le président Macron lors de cette cellule interministérielle de crise tout à l'heure. Il en a donc appelé à la responsabilité des parents, Philippe. Oui, absolument. Alors, est-ce que pour vous, les parents sont responsables quand ils laissent leurs enfants dehors à pas d'heure du jour, de la nuit, du week-end? Le sont-ils encore plus lorsqu'ils se fichent royalement, ça existe, de leurs actes quand ils deviennent délinquants? On va les chercher au commissariat de police, mais on ne leur dit rien, pas de sanction. Est-ce qu'il faut les taper au portefeuille, comme certains l'ont proposé, notamment en retirant des allocations sociales? Ou encore, comme le demandait Ségolène Royal, faut-il mettre un encadrement militaire pour les délinquants multirécidivistes? Dans tous les cas de figure, venez témoigner au 0826 300 300. Et on écoute ce qu'a dit le chef de l'État. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Et pour en parler, Bruno Bartocchetti qui est avec nous, secrétaire national d'unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et dans quelques instants, Bruno Promar sera avec nous, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure et fondateur du RAID Aventure. Philippe Bilger, forcément cette responsabilité des parents aujourd'hui, mise au banc, ça fait longtemps qu'on en parle encore de ça. Mais il faut bien voir, et c'est un père de famille nombreuse qui le dit, mais les pratiques familiales sont très diverses et très contrastées. Il y a des éducations réussies qui, grâce au concours des enfants, font qu'il n'y a pas de problème. Il y a des éducations manifestement qui vont dans le bon sens, où pourtant des enfants se retrouvent, par exemple, dans telle ou telle infraction commise. J'ai des exemples de couples et de personnalités connues qui, malheureusement, ont connu parfois des difficultés avec certains enfants. Et puis, il y a l'essentiel de ces jeunes gens, 11, 12, 13, 14 ans, qui sont dehors, alors qu'ils ne devraient pas y être si les parents, à supposer qu'ils soient ensemble et qu'il ne s'agisse pas de famille monoparentale, exerçaient leur autorité. Mais j'ajoute immédiatement un bémol, il faut savoir que dans ces familles ou dans ces structures-là, ce sont les enfants qui dirigent. Absolument. Et qui gouvernent. J'imagine comment ces mères, s'il en est de courageuses et valables, d'abord sont-elles là, ce qui n'est pas toujours le cas, et ensuite ont-elles l'autorité suffisante sur leurs enfants? Je me demande parfois si ce ne sont pas les enfants qui ont l'autorité sur les parents qui devraient être les éducateurs. René Chiche, non, Philippe Bilger a quasiment tout dit. Effectivement, lorsqu'on est dans le cas d'une femme seule qui a par exemple 2 enfants de 14-16 ans... Ou même d'un homme seul. Ou d'un homme seul, excusez-moi. Oui. Et voilà, et qui ont parfois en plus des horaires décalés. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais dans un grand magasin le soir à 23h, un Monoprix pour ne pas le citer, il y avait une femme effectivement qui est caissière, je sais qu'elle a 2 enfants parce que je la connais un peu, et ben les enfants sont tout seuls chez eux, et donc c'est un problème. Alors par contre, alors là, je suis vraiment un partisan vraiment de sanctions, moi je le dis franchement, lorsque c'est vraiment une famille, un couple qui a des enfants et qu'on voit les enfants de 13-14 ans dehors qui seront même peut-être appréhendés par la police lors de ces émeutes, eh bien là je pense qu'il faudrait envisager effectivement des sanctions financières contre ces familles. Pourquoi ne pas réduire ou suspendre les aides sociales? Je pense que c'est une solution qu'il faut envisager, mais réellement maintenant. Nadia, et surtout qu'il y a des familles qui sont des familles de voyous dans toutes les fratries. Je vais citer un nom, la famille Traoré par exemple, bien connue du côté de Beaumont. Oui, non, mais c'est vrai, il n'y a qu'à regarder les casiers judiciaires. Et là, eux, ils en ont. En tout cas, c'est très juste ce que dit Philippe Bilger à l'instant sur les familles monoparentales, et aussi sur ce que vient de dire Monsieur Chiche sur les familles qui ont un père, une mère et plutôt dans un environnement un peu
plus structuré. C'est sûr que il y a d'abord la responsabilité des parents. Les parents ne peuvent pas se déresponsabiliser de leurs enfants. Après, il y a des situations qui sont difficiles. Des mères de famille qui travaillent très tard, ou parfois qui partent très tôt et qui rentrent très tard. Et ça, c'est vrai que elles sont démunies. Et l'enfant soit fait la loi, et donc l'autorité parentale est totalement déstructurée et n'existe plus, soit les parents même ne sont pas au courant. Ils ne savent pas ce que fait l'enfant parce qu'ils ne sont tout simplement pas là. Éric Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, a mis une réflexion sur la table, de savoir effectivement comment on responsabilise, comment on apporte une réponse judiciaire pour davantage responsabiliser les parents, et donc une réponse judiciaire pour les parents, et sinon, pour prendre en charge l'enfant, le temps de l'audience. Une fois qu'il est interpellé, le jeune, eh bien, c'est de le placer dans un foyer le temps de l'audience. Et donc ça, on est en train de réfléchir effectivement à la meilleure manière de répondre à l'autorité parentale qui s'effondre. Mais moi, encore une fois, j'insiste, je le dis à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, et s'ils se trouvent dans ces territoires où il y a des violences chaque nuit, eh bien, de se demander si leur enfant est à la maison. Parce que s'il n'est pas à la maison à partir d'une certaine heure, c'est soit il participe à ces actes de violence, de dégradation et de pillage, ou alors il est en danger. Parce que nous ne sommes pas dans un contexte qui permet justement d'avoir un enfant jeune, mineur, dehors pendant ces phénomènes. Donc, c'est vrai que la question se pose. Retenez vos enfants à la maison, c'est leur place en ce moment. Et puis cette nuit, on les a vus, 12, 13, 14 ans, 15 ans. Bruno Bartocchetti qui est avec nous, forcément, vous, policiers, vous avez battu le pavé, si je puis dire, donc vous avez certainement rencontré des jeunes à des horaires tardifs qui ne devraient pas être sur la chaussée, qui devraient être plutôt à la maison. Oui, bonjour. Ben oui, forcément, mais c'est vrai que sur le plateau, on a entendu beaucoup de points différents, tout simplement parce que tous les cas sont différents. Lorsqu'on rencontre à 3 heures du matin des jeunes de 15 ans, c'est tout simplement parce que ce sont eux qui font la loi à la maison. C'est ça, c'est ce qui se passe. Alors sanctionner les parents, pourquoi pas, ça peut être une piste intéressante en fonction des situations. Je crois qu'il y a après l'encadrement social qui doit rentrer en ligne de compte aussi en fonction des situations, mais ça demande des moyens. Et sanctionner, c'est très intéressant. Mais lorsque vous avez un primo-délinquant aujourd'hui en matière de stupes qui aura un rappel à la loi, qui de toute façon ne sera pas sanctionné, ou en tout cas qui n'aura même pas les moyens financiers de payer la sanction, ça reste qu'un vain mot. Ça n'ira pas plus loin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la sanction? Je crois qu'on doit se donner les moyens pour encadrer, mais encore une fois, on a pris beaucoup de retard, parce que ce même sujet, on l'évoquait il y a 40 ans, aujourd'hui, les enfants il y a 30 ou 40 ans sont parents. Sans éducation il y a 30 ou 40 ans, vous imaginez ce que ça peut donner quand on retrouve les enfants derrière. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, on est bien d'accord, parce que vous avez toujours une minorité, bien sûr, de délinquants, de petits voyous qui se promènent à 2 heures du matin à l'âge de 14 ou 15 ans. Mais Nadia, est-ce que les parents défaillants, entre guillemets, sans vouloir leur porter, enfin en tout cas être désagréables, est-ce qu'ils ne devraient pas se signaler en disant là je perds en fait le fil en fait? C'est une très bonne question, et d'ailleurs vous savez qu'il y a des mères de famille le plus souvent ou des familles, des parents qui vont aller voir les associations, qui vont aller voir les éducateurs et les médiateurs de rue, et qui leur disent voilà, moi mon enfant je ne peux plus, il faut m'aider. Parce que je n'ai plus d'autorité. Et c'est pourquoi, effectivement, monsieur vient de parler de l'encadrement. Et nous avons aujourd'hui des professionnels de l'encadrement, et notamment des éducateurs spécialisés, des médiateurs sociaux qui font un travail formidable sur le terrain. Est-ce qu'elles osent? Est-ce que c'est pas justement un problème? Alors, vous savez, c'est toujours une question de libération de la parole et lever le tabou. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer dans nos quartiers. Il ne faut pas croire que ce que nous voyons ici reflète le quotidien. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de belles idées qui ont fait leurs preuves et qui sont en train d'être mises en place. Nous avons ouvert notamment à Marseille, il était question de Marseille tout à l'heure, dans le quartier du Plan d'Aou,
autant dire le quartier nord, avec tous les problèmes que l'on peut imaginer, nous avons ouvert le Café des femmes, la Maison des femmes. Et donc là, les femmes arrivent. Et j'ai été à Marseille il y a quelques mois, et la présidente de l'association m'a dit que maintenant, ce sont des pères de famille qui viennent à la Maison des femmes pour dire, voilà, on a besoin d'un accompagnement, on veut trouver une solution, nos enfants ne nous écoutent pas. Et donc, il y a un travail qui est fait. Et c'est pour ça que je veux aussi rendre hommage à tous ces acteurs de terrain qui aujourd'hui, les médiateurs, Yazid Karfi notamment, qui est aussi un président d'association d'éducateurs spécialisés, qui sont aujourd'hui même sur le terrain jusqu'à minuit, 1h du matin. Et j'ai même eu des élus qui m'ont dit, quand les médiateurs rentrent, c'est là où ça explose. Comme quoi, ils ont aussi un rôle à jouer. À 0826 300 300, Philippe Bilger, on vous donne la parole juste après la pub. Boris est avec nous. Boris voulait réagir. Oui, bonsoir. Écoutez, moi je trouve ça un peu dingue. Est-ce que c'est possible de laisser son enfant seul dans la rue quand il a 10 à 14 ans pour un parent? Est-ce qu'ils sont si confiants qu'ils ne s'inquiètent pas pour leur sécurité? Oui, c'est ça. C'est quoi pour eux un gosse? C'est un coloc qui vit avec eux puis qui fait un peu ce qu'il veut. Enfin, quand on voit l'effondrement du respect des adultes, ce qu'ils ont vis-à-vis des enseignants, quand les parents montent au créneau pour monter en épingle des histoires de cours de récré qui s'en prennent aux enseignants et que au final derrière ils détruisent toute l'image de notre société, de vrai, l'autorité, vous avez raison, c'est vrai de le dire. Des choses qui doivent être à leur place, quoi. Chacun sa place. Moi, je pense qu'à 18 ans, jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leurs gamins. Il faut taper fort, il faut taper vite. Les gamins, ils font des bêtises. Les prisons, ils vont purger la peine. Si les deux parents doivent y aller... Au sens figuré, taper fort et taper vite, on est d'accord. Oui, bien sûr. Évidemment. Non, mais au terme de la justice. Mais de les faire purger les peines de prison aux parents. Si les gamins sont pas gardés, ils seront gardés par les services sociaux. Que ça serve de leçon, que ça ait un sens. Il y a un moment, il faut assumer les responsabilités. C'est insensé, quoi. Merci beaucoup, Boris, pour votre témoignage. Juste une dernière chose. Des fois, on me traite de dingue quand je dis qu'il faudrait presque créer un permis pour avoir des gosses. Mais quand on voit le nombre d'irresponsables qui ont des enfants, c'est... C'est ce qu'avait dit Émeric Caron dans son livre. Merci en tout cas de votre témoignage, Boris. Vous restez avec nous. Vous pouvez bien sûr réagir. L'émission n'est pas finie. On refait une petite pause et on revient dans quelques instants avec la question de Philippe Bilger. Et une dernière ligne droite sur Sud Radio pour les vraies voix. Philippe Bilger avec nous, René Chiche, Nadia Hay, ancienne ministre de la ville, députée En Marche des Yvelines. Renaissance, pardon, excusez-moi, Renaissance, pardon. Ouh là là. Où allons-nous? Non, bref. Oh non, moi je suis une députée En Marche aussi. Et on revenait sur cette autorité des parents, puisque beaucoup de jeunes, durant ces émeutes, on parle de 11 ans à 18 ans en majorité, avec ce qu'on certains disent un âge médian de 17 ans de cette autorité. Philippe, quand on entend notre auditeur, par exemple, tout à l'heure, Boris, qui disait faut responsabiliser les parents, il faut... Si les parents sont démissionnaires, c'est à eux de payer, peut-être à eux d'aller en prison. Voilà. On sent que quand même il y a un énervement par rapport à ce délitement de parents-enfants. Sûrement, Cécile. En même temps, je trouve que il est facile de dire les parents n'ont qu'à être bien. D'abord, il y a des parents dans certains milieux qui ne savent même pas les valeurs qu'ils devraient transmettre. Premier point. Deuxième point, je réponds à René. C'est vrai que la solution pourrait apparaître évidente de sanctionner les familles monoparentales ou non qui ont les moyens et qui n'exercent pas une véritable autorité sur leurs enfants. Mais le problème deviendrait un peu délicat dans la mesure où aucune mauvaise éducation n'est exclusivement responsable des transgressions de l'enfant. Et donc, ce serait un peu compliqué de priver des familles. Certaines, on les engluerait encore davantage dans des difficultés en les privant de l'argent modeste qu'ils ont. Donc, c'est des domaines qu'il faut traiter d'une manière infiniment sensible. Oui, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites, Philippe, et en même temps, ça va me permettre de poser une question à Madame la députée, parce que justement, vous, visiblement, vous n'envisagiez pas l'option de sanctions financières avec éventuellement la réduction, la suppression des aides sociales, aux familles. Je parle des familles structurées, moi. Mais il n'empêche que cette menace éventuelle, je pense, pourrait peut-être responsabiliser, les familles structurées dans ces cas-là.
Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors moi je rejoins vraiment ce que vient de dire Philippe Bilger, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'aller sanctionner les familles qui très souvent aussi connaissent des difficultés financières. Non, et alors parfois je parle pas des familles qui ont des difficultés financières. Je parle des familles structurées qui ne seraient pas justement responsables, qui laisseraient leur enfant. La loi a un caractère universel, donc on peut pas faire aussi le tri entre telle ou telle famille sanctionnée et pas l'autre. C'est-à-dire que là, la loi, si on la crée, elle s'applique pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas faire d'exception. Maintenant, donc moi, la sanction financière ne me semble pas être la bonne idée. Moi, ce que je pense, c'est que la bonne idée, c'est d'abord l'éducation. Mettre le paquet sur l'éducation. Mettre le paquet sur la prévention de la délinquance. Non, parce que justement, ça a été une variable d'ajustement. Il ne faut pas croire que depuis 20 ans, on n'a jamais testé cette menace de suspension, de réduction. On va demander aux aides sociales. On l'a jamais testé. Oui, mais moi je pense qu'elle ne fonctionnera pas parce que vous avez des parents aujourd'hui qui sont dépassés par leur enfant. Parfois ils ont 4 enfants, 5 enfants, ils ont des fratries. Il y en a un dans le lot qui sort du lot, qui est totalement incontrôlable, et les 4 autres sont irréprochables, qui ont fait des grandes études, qui arrivent à s'en sortir. Donc c'est toujours très très délicat et on peut pas faire de la dentelle. La loi est universelle et elle s'applique à tout le monde. Elle peut pas faire d'exception. 0826 300 300 et Philippe est au standard avec nous. Il nous appelle de Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix. Donc décidément notre pays vit une drôle de période, mais bon, on récolte les fruits qu'on a semés. Et Madame la députée, vous êtes au pouvoir depuis peu, et je veux pas vous rendre responsable de tout ça, mais vous y avez tous contribué depuis 40 ans. Donc moi je vais vous dire l'autorité parentale. Je vais vous parler de moi. J'ai 54 ans. J'ai 3 frères, une sœur. Une maman toute seule, d'accord? Je peux vous dire qu'elle savait ce que c'était l'autorité parentale et elle se défaussait pas. Alors moi maintenant je veux bien tout ce qu'on veut, mais depuis que je m'intéresse et que je vois ce pays qui a accueilli ma mère et que moi j'ai eu la chance d'y grandir, tout ce discours où on est toujours en train d'être du côté, faut comprendre, mais vous savez ils sont intervenus chez vous, on les voit les gens. Moi, je peux pas, vous comprenez, j'ai pas d'argent. Moi, vous savez, la misère sociale dans mon quartier est ceci et cela. Vous savez, moi, ma mère, à 16 ans, tu veux une paire de baskets Nike? Tu veux une mobilette comme tes copains? Tiens, prends ton vélo, fais 10 bornes, va à l'usine et fais les 2-8. Et moi, elle me lâchait pas. Alors maintenant, vous savez quoi, messieurs les politiques? De tous bords confondus. De tous bords confondus. Déjà, on commence par l'éducation, Madame la députée, puisque c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Je vais vous donner un exemple, on en a parlé aujourd'hui. J'ai un de mes collaborateurs. Il m'a expliqué un cas, je suis tombé sur les fesses. Sa fille a voulu des lunettes, parce que ça faisait tendance. Il lui a expliqué, ma fille, tu n'as pas besoin de lunettes, tu vois très bien. Elle a été se plaindre à l'infirmière de son collège. Il a été convoqué. Donc déjà, arrêtez d'enlever l'autorité des parents et que l'école fasse de l'instruction. Moi, j'ai pas besoin que l'éducation de mes enfants se fasse à l'école et qu'on remette l'autorité de la base. À l'école, on y va pour apprendre. Chez les parents, on y va pour respecter ses parents. L'école, elle instruit, les parents, ils éduquent. Et moi, j'en ai ce discours misérabiliste depuis 40 ans. Parce que vous y contribuez, monsieur. Et là, je vais laisser la parole parce que Aude m'a demandé d'être concis. Mais monsieur Bilger, vous avez raison. Il y a des parents, ils sont aussi complices de leurs enfants. Alors arrêtez tout ce blabla. Parce que Madame la députée, dans ces quartiers, il y a des ingénieurs qui sortent. Il y a des gens qui sont plombiers qui font des fortunes. Il y a des gens députés aussi. Oui. Et c'est un scandale. C'est un scandale qu'on parle d'une minorité qui est en train de foutre le feu à la France. Je suis déçu. Moi, j'ai quitté la parisienne. Je vais remigrer où, moi? Je suis d'origine portugaise. Je vais remigrer où? Dans mon pays, pour avoir la paix et vivre heureux. Dans le pays de mes parents. Philippe, restez avec nous. Merci pour votre témoignage. Oui, on voit la colère de Philippe et vous avez raison. Dans les quartiers, il y a beaucoup de réussite et la députée qui vous parle en ce moment même en est issue et j'ai 4 frères et sœurs et il n'y a eu aucun problème depuis ma ville de Trappes. Les 4 frères et sœurs ont réussi. Mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison de dire que... Il a raison sur. En fait, il dit ce qu'on dit qu'on a commencé à dire. La victimisation permanente. Il a commencé à dire
c'est l'éducation, l'autorité parentale. C'est exactement ce qu'on a dit avec Monsieur Bilger. Et le misérabilisme et la victimisation, mais pardon de vous le dire, aujourd'hui vous avez une classe politique qui le fait, mais c'est certainement pas notre majorité. C'est la France insoumise qui réduit ces jeunes aujourd'hui à la victimisation permanente, à les enfoncer vers le bas en disant que de toute façon ils sont voués à l'échec et que de toute façon faut tout leur pardonner parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont misérables et qu'ils n'auront pas d'autre voie d'issue, de sortie. C'est pas ce que nous on porte, c'est pas ce que porte la majorité, c'est pas ce que dit le président de la République. Donc il faut pas, je crois Philippe, avec toute la colère que je partage et je partage beaucoup de ce que vous avez dit, je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est contre-productif. Et vraiment vous avez aujourd'hui une classe politique qui va dans ce sens-là du misérabilisme et la victimisation, c'est certainement pas nous. Bruno Bartocchetti, en 1 minute, le mot de la fin. Vous avez entendu le cri du cœur de Philippe, qui est émouvant. Ouais. Oui, très merci émouvant. beaucoup Philippe d'ailleurs. Voilà, on comprend cette colère. D'ailleurs, c'est monté crescendo. C'est ce qui s'est passé en France finalement pendant 40 ans. D'une manière crescendo, on en arrive là. Je crois qu'effectivement, quand on veut se donner les moyens de sanctionner ou d'éduquer, ça appartient bien sûr à nos politiques sur du long terme. Lorsque vous avez des familles aujourd'hui qui vivent avec des stupéfiants et qui font vivre des bailleurs sociaux, là déjà, on doit sanctionner. Vous comprenez ? On n'attend pas qu'il y ait des violences urbaines pour parler de sanctions. Parallèlement, lorsque vous avez un manque d'éducation, on doit éduquer toute une famille, je crois que là aussi on doit s'en donner les moyens, parce que si on sanctionne et si ces familles ne vivent pas des stupéfiants, de toute façon elles ne pourront pas payer la sanction et il y aura d'autres enfants qui vont subir les conséquences. Donc c'est vraiment, en 2 secondes, vraiment, on s'adresse aux politiques, long terme. On vous entend pas. Le Mistral souffle. Oui, le Mistral souffle. Juste un petit peu. Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous nous entendez, Philippe. Merci beaucoup pour ce témoignage, Philippe. Très touchant. Vous savez qu'on vous aime beaucoup sur Sud Radio. Merci à chaque fois. Vous êtes, en tout cas, relevé. Ça fait plaisir parce que ça donne du baume au cœur. Ça dépend lesquels. Philippe Bilger. Surtout Portugal. Merci d'avoir été avec nous. Nadia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, René Chiche. Et merci à l'ensemble de l'équipe, mais aussi de tous vos témoignages. Et on croise les doigts. On espère que tout ça va rentrer dans l'ordre, bien entendu. On reste sur le pont avec Sud Radio.